Le 10 octobre 2025, une décision abrupte fait vaciller l'équilibre régional en Afrique de l'Ouest. En annonçant la fermeture de la rivière Sahel, Ibrahim Traoré rompt avec des décennies d'exploitation étrangère et accepte des conséquences économiques et diplomatiques immédiates. Pour les populations concernées, la question centrale n'est plus technique mais politique. Jusqu'où Ibrahim Traoré peut-il aller lorsqu'un État décide de reprendre ce qu'il considère comme sien ? Ce choix ouvre une séquence incertaine où souveraineté, pression internationale et résilience nationale s'entrechoquent brutalement, sans garantie d'issue rapide ni de compromis acceptable. L'objectif est de permettre aux spectateurs de comprendre clairement les enjeux réels derrière la fermeture de la rivière Sahel. Il ne s'agit pas de juger un geste symbolique, mais d'examiner ce qu'il implique concrètement pour la survie économique, politique et sociale du Burkina Faso. Pour Ibrahim Traoré, la décision crée un pari asymétrique. Perdre signifie sanction, isolement et tension interne, tandis que gagner ouvrirait la voie à un contrôle durable des ressources nationales. L'enjeu central réside dans ce déséquilibre entre risques immédiats et bénéfices différés. À court terme, le pays s'expose à des ruptures d'approvisionnement, à la défiance des partenaires étrangers et à une fragilisation du tissu économique. À plus long terme, la promesse est celle d'une autonomie accrue, d'une capacité de décision retrouvée et d'une redéfinition du rapport de force avec l'extérieur. Ce cadre est essentiel pour le public. Comprendre que ce choix n'est ni héroïque par principe, ni insensé par nature, mais conditionné par une lecture stratégique du futur régional et africain. Les premiers chiffres ont surpris même les observateurs les plus sceptiques. L'audit national lancé après la fermeture de la rivière Sahel a révélé que plus de 70% de l'eau exploitée depuis des décennies était destinée à des intérêts étrangers, tandis que le Burkina Faso assumait les coûts d'entretien et les pénuries locales. Ce constat change immédiatement la lecture de la décision prise par Ibrahim Traoré. Pendant plus de 70 ans, des accords discrets, signés à partir de la fin des années 1940, ont confié la gestion de la ressource à des entreprises étrangères, principalement européennes et nord-américaines. Ces contrats ont progressivement privé l'État burkinabé de toute marge de manœuvre, transformant une ressource vitale en levier de dépendance économique et technologique. L'eau, loin d'être un simple bien naturel, est devenue un instrument de contrôle structurel. Cela permet de comprendre pourquoi la fermeture de la rivière ne surgit pas du néant. Elle est l'aboutissement d'un processus de prise de conscience accéléré par la découverte que les données hydriques et climatiques essentielles étaient, pour une large part, stockées et contrôlées hors du pays. Sans accès à ces informations, planifier l'avenir hydraulique devenait presque impossible. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme un dirigeant prenant une décision spectaculaire, mais comme l'acteur d'une rupture avec un système hérité. La fermeture agit alors comme un révélateur brutal. Elle expose la profondeur de la dépendance et force le pays à regarder ses vulnérabilités en face. Ce basculement de perspective est central pour comprendre la suite, car il transforme une crise apparente en point de départ d'un réexamen complet du modèle économique et politique du Burkina Faso. Très vite, un autre visage de la crise apparaît, loin des discours diplomatiques et des réactions internationales. Sur le terrain, ce sont des ingénieurs, des techniciens et des responsables locaux qui deviennent les véritables guides de la transition, chargés de réparer, d'adapter et de maintenir des infrastructures fragilisées. Ils opèrent dans l'urgence, souvent avec des moyens limités, mais avec une marge de décision nouvelle. Cette mobilisation révèle une capacité longtemps sous-estimée au sein de l'appareil technique burkinabé. Dans les premières semaines, les effets sont contrastés. Certaines zones subissent des perturbations sévères, tandis que d'autres parviennent à rétablir un accès minimal à l'eau grâce à des solutions improvisées. Ces résultats inégaux montrent à quel point le pays dépendait de systèmes conçus et contrôlés depuis l'extérieur. En même temps, ils mettent en lumière un apprentissage accéléré fondé sur l'expérimentation et l'adaptation locale. Ce niveau intermédiaire joue un rôle clé dans la stratégie d'Ibrahim Traoré.
En misant sur des compétences nationales, plutôt que sur une assistance immédiate étrangère, le pouvoir accepte une phase de friction, mais cherche à ancrer la décision politique dans des résultats tangibles. Le message devient alors lisible, la souveraineté ne se décrète pas uniquement depuis le sommet de l'État, elle se construit par la capacité à faire fonctionner le quotidien. L'impact précoce est clair et mesurable dans les esprits, la rupture est coûteuse, mais elle révèle des marges d'action insoupçonnées. C'est ce déplacement du regard, du symbole vers l'exécution concrète, qui prépare la compréhension des événements à venir. Avant l'annonce officielle, la situation semblait figée. La gestion de la rivière Sahel suivait un schéma hérité, opaque, dans lequel l'État burkinabé jouait un rôle secondaire face à des opérateurs étrangers disposant des leviers techniques et contractuels. Cette phase d'attente nourrit une frustration croissante au sommet du pouvoir, où l'idée d'une rupture circule déjà en coulisses, sans calendrier public ni signal visible. La décision est activée le 10 octobre 2025. Ibrahim Traoré choisit une annonce directe, sans phase de transition annoncée, provoquant un choc immédiat. Les premières heures sont marquées par l'incertitude. Suspension d'activités industrielles, réaction prudente des administrations locales et messages alarmés provenant de partenaires internationaux. Ce moment constitue le point de bascule où une décision administrative devient un événement géopolitique. Le pic de tension survient dans les jours qui suivent. Les menaces de sanctions économiques et d'isolement diplomatique s'accumulent, tandis que certaines entreprises étrangères interrompent brutalement leurs opérations. À l'intérieur du pays, la situation se fragilise. Des pénuries apparaissent dans certaines régions, les prix augmentent et l'inquiétude gagne une partie de la population. Cette phase correspond au coût immédiat de la rupture, celui que les critiques de la décision mettent en avant. Puis viennent les répliques, moins spectaculaires mais décisives. Des comités locaux se forment pour répondre aux besoins urgents, des équipes techniques nationales interviennent pour sécuriser les infrastructures essentielles et l'État lance un audit d'ensemble pour cartographier les dépendances réelles. Cette séquence marque un déplacement progressif de la crise vers une logique de gestion active où l'improvisation laisse place à des priorités définies. Dans cette chronologie, Ibrahim Traoré maintient une ligne constante. Il ne recule pas publiquement, mais évite également l'escalade verbale. Cette posture contribue à stabiliser le récit interne. La fermeture n'est pas présentée comme une provocation permanente, mais comme un choix assumé qui exige discipline et endurance. Ce cadrage limite, au moins temporairement, la fragmentation du soutien interne. À mesure que les semaines passent, la narration évolue. Ce qui était perçu comme une rupture brutale commence à être interprété comme un processus avec ses étapes, ses frictions et ses ajustements. La ligne des événements révèle alors un point central. La décision n'a pas seulement créé une crise, elle a imposé un rythme nouveau au pays. Ce rythme, contraignant mais structurant, prépare le terrain pour l'analyse des données concrètes qui émergent ensuite et qui redéfinissent l'ampleur réelle de ce choix stratégique. Avant la fermeture de la rivière Sahel, le Burkina Faso finançait largement un système qu'il ne contrôlait presque pas. Après la décision, les premiers écarts mesurables apparaissent clairement. Cette comparaison avant-après constitue le socle factuel à partir duquel la stratégie d'Ibrahim Traoré peut être évaluée sans se limiter au discours. D'abord, la destination de l'eau apparaît comme un indicateur déterminant. L'audit national a établi que plus de 70% du volume exploité était orienté vers des intérêts étrangers, principalement pour l'irrigation industrielle et la production énergétique, tandis que les usages domestiques et agricoles locaux restaient néo-secondaires. Ce chiffre ne décrit pas seulement une répartition inéquitable, il révèle une structure où la ressource nationale soutenait prioritairement des chaînes de valeur extérieures, laissant le pays vulnérable aux décisions prises hors de ses frontières. Ensuite, les flux financiers confirment la profondeur du déséquilibre. Selon les données issues de l'audit, environ 300 millions de dollars par an quittaient le pays sous forme de redevances, de contrats de gestion et de paiements techniques liés à l'exploitation de la rivière.
Après la fermeture, ces montants ne disparaissent pas, mais cessent d'être transférés à l'étranger. Leur maintien dans la trésorerie nationale crée un effet immédiat de respiration budgétaire, offrant à l'État une marge de manœuvre limitée mais réelle pour financer des interventions urgentes et réduire certaines dépendances. Enfin, la capacité de réaction interne devient, elle aussi, mesurable. En moins de 8 semaines, près de 60% du réseau hydraulique a été réhabilité par des équipes locales sans assistance étrangère directe. Ce taux de remise en service ne signifie pas un retour à la normale complète, mais il marque une rupture importante avec l'idée selon laquelle le pays serait techniquement incapable de gérer seul ses infrastructures. Il traduit une montée en compétences accélérée, forcée par la contrainte, mais désormais mesurable. Pris ensemble, ces 3 chiffres dessinent une image plus nuancée que les scénarios d'effondrement annoncés. Ils ne prouvent pas le succès définitif de la stratégie, mais ils invalident l'hypothèse d'une incapacité immédiate. Pour Ibrahim Traoré, ces données servent de justification opérationnelle. La décision n'a pas seulement créé des pertes, elle a aussi révélé des marges cachées. Cependant, ces écarts doivent être interprétés avec prudence. Les économies financières ne compensent pas encore les tensions sur les marchés locaux et la restauration partielle des infrastructures reste fragile. La valeur de ces chiffres réside surtout dans ce qu'ils montrent, une transition en cours, coûteuse, mais fondée sur des éléments vérifiables. C'est à partir de cette base que les arguments opposés peuvent désormais être examinés sérieusement. Les critiques de la fermeture de la rivière Sahel formulent d'abord un argument central. Le Burkina Faso ne disposerait pas des capacités économiques et techniques suffisantes pour absorber un choc de cette ampleur sans soutien extérieur. Selon cette lecture, la perte des investissements étrangers, la suspension de certains partenariats et la fragilisation des chaînes d'approvisionnement exposent le pays à une spirale de pénurie et d'instabilité sociale. Cette position considère que la dépendance héritée, aussi problématique soit-elle, offrait au moins une forme de prévisibilité. Un second argument insiste sur le risque diplomatique. En rompant brutalement des accords anciens, même inéquitables, le pays s'exposerait à un isolement durable. Les sanctions potentielles, la défiance des bailleurs internationaux et la méfiance régionale pourraient réduire les marges de négociation à long terme. Dans cette perspective, la décision serait stratégiquement coûteuse car elle transformerait un problème structurel en confrontation ouverte avec des acteurs puissants. Ces objections reposent sur des inquiétudes légitimes et ne peuvent être écartées par principe. Toutefois, les données observées après la fermeture nuancent leur portée. La restauration rapide d'une partie significative du réseau hydraulique et la rétention de ressources financières auparavant transférées à l'étranger montrent que la dépendance n'était pas aussi totale qu'anticipée. La capacité d'adaptation interne, bien que contrainte, s'est révélée plus élevée que prévu. Pour Ibrahim Traoré, la réponse n'est pas de nier les risques, mais de les requalifier. La dépendance prolongée comportait elle aussi des coûts invisibles, perte de compétences locales, captation des données stratégiques et absence de souveraineté décisionnelle. La rupture rend ces coûts visibles et mesurables, au prix d'une instabilité immédiate. Le débat ne se situe donc pas entre sécurité et chaos, mais entre une vulnérabilité étalée dans le temps et un choc concentré. Ce déplacement du cadre d'analyse permet de comprendre pourquoi la décision continue de diviser. Elle ne supprime pas les dangers, elle change leur nature et leur temporalité, ouvrant un espace où la résilience devient une variable centrale plutôt qu'une hypothèse abstraite. Ce constat, discret mais décisif, modifie la lecture de toute la séquence. Après plusieurs semaines de tension, les données et les observations de terrain convergent vers une même réalité. Le système hérité était contraignant, mais il n'avait pas totalement vidé le pays de ses capacités d'action. Cette révélation ne transforme pas la crise en succès, elle change son statut. On ne parle plus d'un effondrement évité de justesse, mais d'une transition encore instable, pourtant praticable. Pour Ibrahim Traoré, ce point médian marque un basculement stratégique. La décision initiale cesse d'être seulement défensive. Elle devient un levier
pour reconstruire autrement en s'appuyant sur ce qui fonctionne déjà à l'intérieur. Les équipes locales gagnent en confiance, les administrations affinent leurs priorités et le discours politique se recentre sur l'exécution plutôt que sur la confrontation symbolique. Ce changement de focale est essentiel. Il réduit la place de l'urgence permanente et introduit une logique de continuité. La fermeture de la rivière Sahel n'est plus perçue uniquement comme une rupture brutale, mais comme un filtre qui révèle force et faiblesse réelles. À partir de là, la question centrale évolue. Il ne s'agit plus de savoir si le pays peut tenir, mais comment il peut transformer cette marge retrouvée en trajectoire durable. Les effets de la fermeture de la rivière Sahel deviennent plus lisibles lorsqu'on les observe à travers les groupes directement concernés. Cette approche permet de dépasser les discours généraux et de mesurer l'impact réel de la décision dans la vie quotidienne, l'économie et l'environnement régional. Pour la population, les conséquences sont immédiates et contrastées. Dans certaines zones rurales, l'accès à l'eau devient plus irrégulier, obligeant les communautés à réorganiser leurs usages et à recourir à des solutions locales temporaires. En parallèle, la création de comités de gestion communautaires renforce la coordination et la solidarité. Ce double mouvement, contraintes matérielles et mobilisation sociale, redéfinit la relation entre citoyens et services essentiels. L'incertitude demeure, mais elle s'accompagne d'un sentiment accru de participation et de responsabilité collective. Sur le plan économique, l'impact est plus structurel. La suspension de certaines activités industrielles liées à l'exploitation étrangère entraîne une contraction à court terme, avec des pertes d'emplois et des tensions sur les marchés. Toutefois, la rétention de ressources financières auparavant transférées à l'extérieur offre à l'État une capacité limitée de réallocation. Ces fonds sont utilisés pour stabiliser des secteurs critiques et soutenir des initiatives locales, amorçant une réorientation progressive, encore fragile mais perceptible. Les entreprises constituent un troisième groupe clé, les acteurs étrangers, confrontés à l'incertitude juridique et opérationnelle, réduisent ou interrompent leurs activités. Ce retrait crée un vide, mais aussi un espace. Des entreprises locales émergent ou se repositionnent, notamment dans la maintenance hydraulique et les solutions adaptées aux contraintes du terrain. Cette dynamique ne compense pas immédiatement les pertes, mais elle modifie la structure du tissu productif en privilégiant des acteurs plus enracinés localement. Enfin, l'impact régional dépasse les frontières nationales. Les pays voisins observent attentivement l'évolution de la situation, conscients des répercussions potentielles sur les équilibres hydriques et énergétiques. Certains débats internes s'ouvrent sur la révision d'accords similaires hérités du passé, tandis que d'autres gouvernements craignent un effet domino déstabilisateur. La décision du Burkina Faso devient ainsi un point de référence positif ou négatif selon les lectures dans les discussions régionales sur la souveraineté des ressources. Dans ce tableau, Ibrahim Traoré apparaît moins comme l'unique moteur que comme le catalyseur d'un ensemble de transformations. Les conséquences concrètes montrent que la décision ne produit ni un effondrement généralisé, ni une renaissance immédiate, mais une recomposition progressive des équilibres sociaux, économiques et régionaux. C'est cette recomposition, encore inachevée, qui conditionne la suite du processus. À partir des dynamiques observées, 3 trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Aucune n'est certaine, mais chacune aide à cadrer les choix à venir sans céder à la spéculation excessive. Dans un scénario de base, la situation reste tendue mais maîtrisable. Le Burkina Faso parvient à maintenir les services essentiels grâce à une gestion prudente des ressources réorientées et à l'engagement continu des acteurs locaux. Les sanctions et la pression diplomatique persistent, sans toutefois provoquer d'asphyxie totale. L'économie évolue lentement, marquée par une adaptation progressive plutôt que par une reprise rapide. Ce scénario repose sur l'hypothèse d'une stabilité politique interne suffisante pour absorber les chocs sans rupture majeure. Un scénario plus favorable suppose une consolidation accélérée des capacités nationales. Les compétences locales se renforcent, les infrastructures critiques gagnent en fiabilité et des coopérations régionales ciblées émergent, notamment avec des pays confrontés à des problématiques similaires.
Dans cette configuration, la fermeture de la rivière Sahel devient un levier de transformation plutôt qu'un simple acte de résistance. La crédibilité interne augmente et la pression extérieure se rééquilibre partiellement face à des résultats tangibles. Le scénario le plus sombre envisage une dégradation cumulative. Les tensions économiques s'aggravent, les pénuries s'intensifient et le mécontentement social fragilise la cohésion nationale. L'isolement international limite l'accès aux ressources financières et techniques indispensables à la stabilisation. Dans ce cas, la décision initiale, bien que fondée sur une logique de souveraineté, se heurte à des contraintes matérielles difficiles à surmonter sans ajustement stratégique. Ces trois scénarios partagent un point commun. Aucun ne se joue uniquement sur le terrain symbolique. Leur réalisation dépend de choix concrets, de capacités administratives et de la gestion du temps. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de prédire l'avenir, mais de maintenir une marge de manœuvre suffisante pour orienter la trajectoire la moins coûteuse. La question centrale devient alors moins idéologique que pragmatique. Comment transformer une rupture politique en continuité fonctionnelle sans perdre l'adhésion interne ni provoquer une fermeture irréversible à l'extérieur? À ce stade, la décision de fermer la rivière Sahel cesse d'être une abstraction géopolitique pour devenir une expérience vécue. Elle touche des trajectoires individuelles, des choix quotidiens et une manière différente de se projeter dans l'avenir. Pour de nombreux Burkinabés, la question n'est plus de savoir si la décision était juste en théorie, mais comment vivre avec ses conséquences concrètes. Pour certains, notamment dans les zones urbaines, l'impact se traduit par une adaptation progressive. Les ajustements sont contraignants, mais ils s'inscrivent dans un horizon de sens. L'idée que les sacrifices présents peuvent aller servir une autonomie future. Ce récit, largement relayé, crée un sentiment d'adhésion conditionnelle, fondé sur l'attente de résultats visibles. Tant que les signes de reprise existent, même modestes, le soutien demeure. Dans d'autres contextes plus fragiles, la perception est différente. Les populations rurales confrontées à des pénuries plus sévères vivent la rupture de manière plus immédiate et plus éprouvante. Pourtant, même là, la fermeture de la rivière agit comme un révélateur. Elle met en lumière l'importance de l'organisation locale et du rôle collectif dans la gestion des ressources. L'expérience renforce l'idée que la souveraineté n'est pas seulement une décision étatique, mais une responsabilité partagée. Pour le public extérieur, cette séquence résonne autrement. Elle invite à s'interroger sur la relation entre dépendance et stabilité et sur le coût réel de systèmes présentés comme indispensables. Ibrahim Traoré devient alors moins un symbole que le point de départ d'une réflexion plus large. Jusqu'à quel point accepter une vulnérabilité durable pour éviter un choc immédiat? C'est dans cette zone d'identification, entre contraintes vécues et choix assumés, que le récit trouve sa force. Il ne propose pas une réponse simple, mais place chacun face à une tension universelle entre sécurité et autonomie. À mesure que la phase d'urgence recule, la question centrale devient celle de l'organisation. Transformer une rupture politique en trajectoire viable exige une séquence d'actions cohérente, lisible et mesurable. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est plus d'affirmer la décision, mais de la rendre opérante dans la durée. La première étape concerne la consolidation hydraulique. Il s'agit de sécuriser durablement les infrastructures remises en service en formant des techniciens locaux et en instituant des protocoles d'entretien réguliers. Cette étape vise à réduire la fragilité du système et à éviter que les gains initiaux ne s'érodent sous l'effet de pannes répétées ou de surcharge. La deuxième étape porte sur l'énergie. La fermeture de la rivière a révélé la dépendance croisée entre eau et production énergétique. Le développement de solutions locales, notamment solaires, devient une priorité afin de compenser les pertes et de stabiliser l'approvisionnement. Cette diversification limite l'exposition aux chocs externes et renforce la cohérence de la stratégie de souveraineté. La troisième étape repose sur la coopération régionale. Sans renoncer à l'autonomie, le Burkina Faso peut rechercher des cadres de coordination avec ses voisins pour gérer des ressources partagées. Ces partenariats, ciblés et pragmatiques, permettent de réduire les tensions et d'inscrire la décision dans un environnement régional plus prévisible. Enfin, la gouvernance constitue le fil conducteur.
Transparence des choix, suivi public des projets et implication des acteurs locaux sont essentiels pour maintenir l'adhésion. Sans cette discipline institutionnelle, la rupture risque de perdre sa légitimité. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle transforme une décision isolée en processus structuré, condition indispensable à toute souveraineté durable. Au fil des mois, une image revient avec insistance, loin des sommets politiques et des communiqués officiels. Celle d'ingénieurs et de techniciens travaillant sous pression, réparant des réseaux fragilisés, improvisant des solutions avec des moyens limités. Ce motif, apparu dès les premiers jours, résume mieux que tout discours la portée réelle de la décision. La souveraineté ne s'est pas jouée uniquement dans un décret, mais dans la capacité à faire tenir le quotidien. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette narration de manière indirecte, mais centrale. Son choix a déplacé la responsabilité vers le terrain, exposant les failles autant que les ressources cachées du pays. Ce déplacement explique pourquoi la fermeture de la rivière Sahel continue de produire des effets contradictoires. Elle inquiète, elle contraint, mais elle oblige aussi à agir autrement. Le récit n'est ni celui d'un triomphe immédiat, ni celui d'un échec annoncé. Ce moment marque surtout une rupture psychologique. Pour la première fois depuis longtemps, l'idée que les contraintes ne sont pas immuables s'installe. Elles restent fragiles, contestées, réversibles, mais elles existent. La phrase qui circule désormais n'est pas une promesse grandiloquente, mais une constatation sobre. La dépendance peut être remise en question. C'est ce basculement discret, plus que la décision elle-même, qui pourrait laisser une trace durable dans l'histoire du Burkina Faso et au-delà. La fermeture de la rivière Sahel ne se conclut pas par une réponse définitive, mais par une invitation à réfléchir collectivement. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse un cadre national précis. La situation interroge la manière dont les sociétés acceptent ou contestent des dépendances présentées comme inévitables. Elle pose aussi une question plus large sur le prix réel de la stabilité lorsque celle-ci repose sur une perte durable de contrôle. Pour Ibrahim Traoré, le débat ne peut rester confiné au cercle politique ou diplomatique. Il touche au choix de long terme, à la capacité des citoyens à tolérer l'incertitude et à la manière dont une nation se projette dans un monde multipolaire. Observer cette trajectoire Tetouasso, c'est aussi se demander comment d'autres pays, confrontés à des héritages similaires, pourraient réagir face à des dilemmes comparables. La discussion reste ouverte. Faut-il privilégier une sécurité imparfaite mais prévisible ou accepter une phase de rupture pour espérer une autonomie plus réelle? À quel moment le risque devient-il acceptable et pour qui? Ces questions n'appellent pas de consensus immédiat. Elles invitent plutôt à un échange lucide, informé et attentif aux conséquences concrètes des choix collectifs.